Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et je suis très heureux de vous retrouver pour Cœur de patrimoine, comme chaque semaine, nouvelle édition donc de cette émission. Chaque mercredi matin, vous le savez, on explore ensemble votre patrimoine et avec l'aide des meilleurs experts qui se succèdent sur le plateau, eh bien, on vous propose des conseils avisés pour optimiser vos placements. Alors au sommaire de ce 45e numéro, on va aborder un sujet, bon, peut-être un peu technique mais essentiel, ce sont les régimes matrimoniaux. Vous découvrirez quelle stratégie adopter pour protéger et valoriser finalement votre épargne. Ensuite, on s'intéressera à un type de placement en vogue, le vin, grâce au baromètre annuel publié par le leader mondial des enchères en ligne de vin. C'est une maison française. Nous dresserons un état des lieux complet de ce marché. Enfin, en pleine saison de déclaration d'impôts, on vous offrira une multitude de conseils pour tout comprendre et remplir au mieux vos obligations fiscales, et ce en toute sérénité. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille donc Amélie Branchu. Bonjour Amélie. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, responsable de l'ingénierie patrimoniale d'Arkea Banque Privée. On va partir donc dans les arcanes de ces régimes matrimoniaux. D'abord peut-être reposer un petit peu le cadre dans lequel on va discuter aujourd'hui, nous rappeler quels sont les différents types de régimes matrimoniaux, les plus courants, parce qu'il y a des tas de mots qui peuvent parfois paraître un peu compliqués. Il y a des acquets, il y a des communautés universelles, enfin voilà. Qu'est-ce que sont ces régimes matrimoniaux ? Alors, un régime matrimonial est là pour organiser les rapports juridiques et économiques entre des époux pendant le mariage et à la dissolution de ce mariage, que ce soit le divorce ou le décès. Donc, ce sont soit de manière légale, si on n'a rien fait, ou contractuellement. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un régime, entre guillemets, parce qu'on dit tout le temps, êtes-vous marié avec un contrat ou pas un contrat ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se marier, entre guillemets, sans contrat. Il y a quand même un cadre de base. Qui est un cadre de base, et après, au contraire, on aménage, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors, il faut savoir qu'en France, la majorité des gens se marient sans contrat de mariage. C'est à peu près 80% des personnes mariées, et donc sont mariées sous ce qu'on appelle le régime légal de la communauté réduite aux acquets. Ça, c'est le régime de base. Mais à côté de ce régime-là, il y en a 4 autres que l'on peut utiliser. La séparation de biens avec société d'acquets, la communauté universelle ou la participation aux acquets, qui sont des choix que l'on fait au moment du mariage ou en cours de vie du mariage. Donc ça, c'est tout le verbiage, entre guillemets, qu'on va utiliser pendant notre entretien. Et alors, pourquoi, d'abord, y a-t-il tout cela ? Et, entre guillemets, à quoi ça sert ? Parce que ça veut dire sans doute que l'un influence d'une certaine façon la typologie un peu de la façon dont le patrimoine commun va vivre tout au long du mariage et au moment de sa dissolution. Alors, patrimoine commun, si on décide d'être sous un régime communautaire, que ce soit la communauté légale ou la communauté universelle. Au contraire, on peut décider de choisir de séparer les patrimoines et d'avancer côte à côte, mais indépendamment les uns des autres. On privilégiera ce type de contrat, les contrats de séparation, quand on souhaite que les patrimoines ne se confondent pas. On crée au contraire des bulles de communauté, soit avec une société d'acquets, soit avec des régimes communautaires, de manière à pouvoir faire des investissements communs, comme par exemple la résidence principale ou des résidences secondaires. J'imagine que tout ça a une incidence sur la façon dont est détenu effectivement le patrimoine, on l'a bien compris. Et donc, quand on cause patrimoine en France, on en vient souvent à parler d'impôts. Oui. On en reparlera tout à l'heure avec Yann de Florenne, parce que c'est la saison. Mais j'imagine qu'en fonction du régime que l'on choisit, le régime fiscal, du coup, n'est pas le même. Alors, la déclaration, dans la majorité des cas, sera commune, sauf exception, quel que soit le régime matrimonial. Ça, c'est pour l'impôt sur le revenu et ou pour l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Par contre, ça a des conséquences non négligeables sur la gestion du patrimoine au quotidien et également au moment des transmissions, quand on souhaite les organiser, puisque tout dépend si on utilise le patrimoine commun ou le patrimoine propre pour faire des transmissions. Et là, il y a un vrai enjeu au moment du choix du régime matrimonial. Donc certains régimes seront plus favorables que d'autres pour la succession, pour la donation, c'est ça ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si on souhaite donner par exemple à ses enfants, si je prends dans mon patrimoine personnel propre, dans ces cas-là, je suis le seul à donner à mes enfants. Au contraire, si j'ai un patrimoine commun, on va être deux à transmettre aux enfants, et donc mécaniquement le barème fiscal va être amoindri dans le deuxième cas. Donc
on paiera mécaniquement un peu moins. Bon, si on essaie enfin, on va pas rentrer dans un dossier fiscal particulier, mais on peut essayer de donner quelques exemples concrets pour illustrer finalement tout ça et nous dire que tel régime matrimonial a eu un impact significatif sur tel ou tel patrimoine d'un couple. Alors souvent, les séparations de biens se rencontrent dans deux cas de figure assez prédominants. Le premier pour les chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à privilégier, on cherche à protéger le patrimoine familial de l'activité professionnelle. Donc, pour ne pas engager le patrimoine commun, on crée des régimes séparatistes. Ça, c'est la première raison. La deuxième, aujourd'hui, on est dans une société où on se sépare davantage, où il y a un peu plus de divorces. Et donc, quand on se remarie, la deuxième fois ou les fois suivantes, souvent, on choisit le régime de la séparation de biens. Donc, voilà. On part un petit peu la fleur au fusil et après... Donc, voilà, l'expérience fait qu'on gère un petit peu différemment. Voilà. Dit-on. Exactement. Donc, pour le chef d'entreprise, ça a son importance de bien choisir son régime matrimonial, notamment dans les créations également de sociétés. Est-ce que je fais intervenir ou non le conjoint en fonction du régime matrimonial ? Dans un régime séparatiste, on se pose pas la question. Au contraire, dans un régime communautaire, on se pose cette question. Ce qui peut avoir de grandes conséquences, notamment en cas de divorce. Justement, ça influe sur énormément de choses. Alors, on a compris sur la détention du patrimoine, mais pour ce qui est les responsabilités entre guillemets financières entre époux, on sait que il y a tous ces articles qu'on lit quand on se marie, que il y a des dettes aussi éventuelles. Tout ça, c'est aussi géré par les différents finalement régimes matrimoniaux. Voilà, tout ça s'entrecroise. Alors, il y a le régime de base de tout contrat de mariage, qui est ce régime de base sur les dettes communes au ménage, où pour le coup, chaque époux est responsable de ce qu'il fait. Au contraire, en fonction du régime matrimonial que l'on a, le poids de la dette finale au niveau du patrimoine ne sera pas le même si on est en régime communautaire ou si on est en régime séparatiste. Si je suis en régime séparatiste, je ne peux engager que mes biens propres. Au contraire, si je suis en régime communautaire, je peux engager également la communauté. Bon. Vous nous avez dit, quand il y a des remariages, il y a parfois des changements de contrat, mais si le mariage n'est pas dissous et qu'on est parti un peu la fleur au fusil sur un type de régime, je ne vais pas d'ailleurs dire qu'il faut l'un ou l'autre, hein. Voilà, on a fait comme 80% des couples, ce que vous nous disiez tout à l'heure au début de l'interview, Amélie Branchu, on part sans contrat. Oui. Et puis... voilà, la vie est telle que on a bien compris que quand on était entrepreneur, il peut être utile d'avoir un contrat. Oui. Donc, on peut changer ou du coup là, faut divorcer et repartir à zéro entre guillemets. Alors heureusement, il ne faut pas divorcer. Les règles ont été assouplies en mars 2019. Il faut savoir que le régime matrimonial, son changement n'est pas automatique en fonction de sa situation personnelle. Donc, que ce soit situation personnelle, la naissance d'un enfant, parce que quand on se marie, on n'a pas forcément encore d'enfant. La situation financière, on peut très bien avoir hérité pendant le mariage, et ou situation professionnelle, parce qu'effectivement, je change d'activité professionnelle. Donc, le législateur a prévu, pour tous ces cas de figure, la possibilité de pouvoir changer de régime matrimonial à tout moment. Et à simplifier les choses, puisqu'on n'est plus obligé de passer devant le juge. Et désormais, cette procédure se passe devant notaire. D'accord. Donc, la procédure est assez souple. Y compris si les enfants sont mineurs ? Y compris si les enfants sont mineurs, le notaire sera en charge de vérifier l'intérêt de la famille. La seule chose, c'est que si les enfants sont majeurs, et également les créanciers doivent être prévenus de ce changement à venir de régime matrimonial. En dehors de cette formalité, le changement est relativement souple par rapport à une époque. Il n'y a plus de délai à attendre. C'est beaucoup plus simple. Et on peut opter pour le régime matrimonial de son choix, et on peut le faire plusieurs fois dans le temps, en fonction de l'évolution de ses propres projets. Et c'est un coût ? Alors le coût va dépendre en fait de ce que l'on va changer. Est-ce qu'on fait un changement purement et simplement, et avec pas forcément de nécessité de liquider, de partager le patrimoine? Dans ce cas-là, le coût va être modeste. Au contraire, si on change de régime matrimonial, qu'on change les masses, et notamment que l'on change la propriété de certains biens immobiliers, là, on aura des taxes de publicité foncière et la contribution sur la sécurité immobilière. Voilà donc pour la fonction de ce régime matrimonial. On comprend bien quand même que il y a un cas très particulier qui est l'entrepreneur, parce que effectivement il y a le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, etc. Est-ce que vous auriez
1, 2, 3, enfin voilà, quelques tips, quelques conseils pour parler mieux français, pour choisir, pour qu'un couple d'entrepreneurs, ou l'un des deux est éventuellement entrepreneur, choisisse le régime matrimonial le plus adapté à leur situation. Alors, le premier point, c'est ce qu'il va falloir regarder, c'est quelle est la composition du patrimoine actuel et la composition de la famille actuelle. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quelle typologie d'activité je vais mettre en place. Est-ce que je veux mettre en place une entreprise individuelle? Au contraire, est-ce que je prends une structure sociétaire? Et en fonction du choix de la société. Troisième point, est-ce que mon conjoint va travailler ou non avec moi? Tous ces points-là, tous ces paramètres vont nous permettre de déterminer en amont l'importance du régime matrimonial. Mais avant de se mettre à son compte, que ce soit une structure sociétaire ou en entreprise individuelle, la question primordiale, c'est effectivement de travailler sur la notion de régime matrimonial, et c'est ce qu'on fait au quotidien chez Arkea Banque Privée. Bon, on rappelle, parce qu'il y avait des questions notamment d'immobilier, là pour le coup, les biens immobiliers sont maintenant très protégés, y compris... sur la résidence principale, voilà. En cas de divorce ou de séparation, on va terminer par ça, je suis désolé, mais bon, voilà, de séparation, et ou peut-être de dissolution par le décès. Voilà, quand on arrive au bout, on a bien compris, les conséquences de chaque régime ne sont pas les mêmes, c'est ça? Les conséquences ne sont pas les mêmes, et en dehors du régime matrimonial de base, les 5 qu'on a cités tout à l'heure, on peut y ajouter ce que nous on appelle des avantages matrimoniaux qui peuvent venir prévoir le sort du régime matrimonial et de sa liquidation en cas de divorce ou en cas de décès, et prévoir des sorts différents. C'est-à-dire que je peux prévoir, si je décède demain, mon conjoint récupérera l'intégralité, par exemple, de mon patrimoine. Au contraire, en cas de divorce, si j'avais fait des apports à la communauté, je les reprends. On y insère des clauses de reprise. D'accord. On peut vraiment faire de la dentelle avec un contrat de mariage, et c'est pour ça qu'il est très important de travailler sur toutes ces notions. Et ben voilà, vous en savez plus grâce à Amélie Branchu. Merci Amélie d'être passée Cédric. Et de nous avoir détaillé toute cette stratégie patrimoniale autour du régime matrimonial, donc responsable de l'ingénierie patrimoniale d'Arkea Banque Privée. À très bientôt. À très bientôt, merci. Nous on poursuit ce cœur de patrimoine et on va aller faire un tour dans le monde du vin. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour poursuivre notre voyage hebdomadaire au cœur de votre patrimoine, on file dans les vignes ou dans les chais, comme vous voulez. On va parler du monde du vin, parce que oui, vous le savez peut-être, on peut investir dans ce monde du vin. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une des meilleures spécialistes de ce monde du patrimoine et du vin, Angélique Delancsin. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous pour Ideal Wine. Et alors, il y a un moment particulier dans la vie d'Ideal Wine chaque année, c'est la publication du baromètre des enchères de vin en 2024. Voilà, c'est un très bel ouvrage, en dehors de la qualité du papier, etc., des illustrations, mais surtout, c'est quasiment une bible pour celles et ceux qui s'intéresseraient à ce monde du vin. On va explorer absolument tout le vignoble, j'ai presque envie de dire mondial, qui passe entre les mains d'Ideal Wine dans les ventes aux enchères pour savoir un peu où on en est. Et vous allez nous faire... le raccourci, le résumé entre guillemets de cet ouvrage. C'est quand même 175 pages et quelques. Bon, voilà. Nous, on va essayer de brosser tout ça en un petit quart d'heure entre guillemets. D'abord, reposons un petit peu les choses pour celles et ceux qui ne connaîtraient peut-être pas vraiment. Est-ce que c'est aujourd'hui, on parle vraiment à titre patrimonial, de s'intéresser au vin parce que on entend tout ce qu'on sait, enfin, je veux dire, voilà, il y a une baisse de la consommation, donc on se dit, est-ce que vraiment c'est intéressant de mettre ses économies dans quelque chose que l'on consomme moins, qui est peut-être moins en vogue, et plus singulièrement, peut-être vous nous direz pourquoi le marché des enchères est celui à suivre, peut-être, voilà. Donc pourquoi le vin déjà ? Alors tout dépend de quel vin vous voulez parler, parce que effectivement, la consommation mondiale de vin a baissé l'an dernier d'un peu plus de 3%. Et puis, si on se retourne même sur une plus longue période, la consommation de vin, notamment en France, s'est littéralement écroulée. Dans les années 60, on buvait 115 litres de vin, mais de vin courant.
là où aujourd'hui, on est passé à 17 litres par habitant et par an. Ah oui. Alors ça, je parle des vins, ce qu'on appelle les vins de consommation courante, à l'inverse, à l'opposé des vins de qualité, les vins qui possèdent une AOC, qui, eux, ont progressé dans la même période. En fait, on est passé de 12 litres et demi par habitant et par an à presque 19 litres par an. Donc, vous voyez, cette consommation-là, elle a augmenté. Bon, elle a diminué, en fait, elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on boit moins, on boit mieux, donc on est plus attentif. Et puis surtout, ce qui est très important et ce qui est un vrai motif de fierté, notamment pour les vins français, c'est que les vins français, aujourd'hui, sont bu dans 180 pays dans le monde. Et en plus de ça, ils bénéficient d'une très belle aura. Et donc, ces vins très qualitatifs sont ceux qu'on retrouve d'ailleurs dans les ventes aux enchères. Le prix moyen du vin vendu adjugé l'an dernier sur Ideal Wine s'établit à 149 € la bouteille. Donc on est très au-delà du prix moyen que l'on peut retrouver dans un supermarché, qui correspondrait à un vin, encore une fois, de consommation plus courante. Donc d'où l'intérêt de se focaliser sur ces vins de très haut niveau qui, eux, bénéficient non seulement d'une reconnaissance, mais en plus d'une quête mondiale de la part des amateurs. Mais c'est-à-dire que suivre ces fameuses ventes aux enchères, de façon plus spécifique sur ces types de vins, c'est quasiment, c'est comme suivre le CAC, quoi. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir entre guillemets un indice de, je sais pas, du Bordeaux, du Bourgogne, du Rhône et d'autres. Oui, alors ça tient à plusieurs choses. C'est d'une part l'organisation elle-même des enchères qui fait que le prix qui en résulte résulte en fait de la confrontation de l'offre et de la demande. Donc c'est pas la fixation d'un tarif unilatéral par un vendeur de vin. C'est ce à quoi aboutit un marché et donc une transaction plutôt entre un amateur acheteur et un vendeur. Donc c'est un prix objectif. Et le deuxième point qui est très important, c'est que les acheteurs, qui sont les acheteurs dans les ventes aux enchères, et particulièrement dans celle d'Ideal Wine, qui vend dans le monde entier, vous avez des gens de 60 pays. Donc en fait, vous avez le reflet de ce qu'est à aujourd'hui la demande mondiale. Et vers quoi, vers quel type de vin, vers quel type de région, vers quel type de producteur elle va s'orienter. Alors justement, on profite de vous, Angélique de Langsin, pour essayer d'apprendre un petit peu ce monde patrimonial du vin. Quels sont les grands enseignements des derniers mois de cette année, puisque c'est votre baromètre? Vous nous avez parlé de quelques régions, j'en ai cité quelques-unes également. Bordeaux, c'est toujours le socle, le fond de cave, Oui, alors Bordeaux reste la région numéro 1 en volume adjugé. Vous avez eu environ une bouteille sur 3, 33% des vins qui sont adjugés sont des vins de Bordeaux. Donc effectivement, c'est la valeur entre guillemets père de famille, pour reprendre des termes patrimoniaux, puisque les cours évoluent de façon assez... vous n'avez pas de grandes flambées ou de grosses baisses. L'an dernier, le prix moyen s'est légèrement rétracté de 6% pour s'établir à 123 € la bouteille. Et là, on parle de vins qui généralement subissent des évolutions qui sont très limitées à la hausse ou à la baisse, parce que ces vins disposent d'une renommée qui est mondiale. Donc, sans mauvais jeu de mots, leur liquidité est assurée à la revente pour qui achète ces vins. Mais ce sont aussi des vins qu'il faut savoir garder sur le long terme pour pouvoir les valoriser. Et c'est peut-être ça qui, à aujourd'hui, pèse dans les choix des amateurs. Parce qu'en fait, le consommateur, l'amateur de vin, a moins de place, conserve ses vins moins longtemps, a envie de boire assez rapidement les vins qu'il va acheter. Et d'ailleurs, si on prend cette région de Bordeaux, 56% des vins qui ont été adjugés l'an dernier sur Ideal Wine sont des vins qui ont plus de 20 ans. Donc, en fait, il faut quand même attendre un certain temps. Mais c'est aussi le délice et la merveille de ces ventes aux enchères qui vous permet d'accéder directement à des vins qui sont prêts à boire. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé par le biais des enchères, des ventes entre guillemets d'occasion, oui. On peut s'offrir patrimonialement ou gustativement un vin que d'autres ont fait vieillir, entre guillemets. Voilà, sans avoir à assumer soi-même le temps de vieillissement de ces vins.
Bordeaux, Bourgogne, j'imagine aussi, même si les vignobles n'ont pas grand-chose, entre guillemets, à voir, je parle en termes de surface, etc. On en parle énormément, la Bourgogne, ça tient le haut du pavé aussi? Ah, Bourgogne, la Bourgogne, c'est le Graal des amateurs actuellement. C'est vrai que c'est une région qui produit 4 à 5 fois moins de vin que Bordeaux. Et pourtant, dans les ventes aux enchères, la Bourgogne a représenté en volume un peu plus d'une bouteille sur 4, 27% des échanges. Et alors, en valeur, elle frôle la majorité absolue dans les enchères, puisqu'elle a représenté 45% de la valeur totale adjugée l'an dernier. Donc la Bourgogne, c'est vraiment aujourd'hui, c'est la demande est mondiale. La Bourgogne ne produit manifestement pas suffisamment de vin pour assouvir la soif de Pinot Noir et de Chardonnay qu'expriment les amateurs. Mais quand même, il y a un point d'inflexion qui doit être souligné, c'est que le prix moyen de la bouteille de vin de Bourgogne adjugée l'an dernier sur Ideal Wine est resté très exactement stable à 200, alors au plus haut niveau, c'est la région la plus chère en termes de prix moyen, à 250 € la bouteille. Mais ce prix donc 2 fois le prix de Bordeaux, quoi. Alors c'est exactement 2 fois le prix de Bordeaux, mais c'est donc un prix qui est resté stable, alors que dans le même temps, d'autres régions ont marqué plus de dynamisme en termes de progression des prix moyens. Alors, on continue notre petite balade dans le vignoble. Le Rhône, Champagne, peut-être, je sais pas, Loire. Enfin voilà, oui. Qu'est-ce qui suscite l'intérêt aussi dans ces vignobles peut-être un peu moins important. Ouais. Alors, il y a un triptyque classique dans les ventes aux enchères qui, à Bordeaux et la Bourgogne, vient ajouter les vins de la vallée du Rhône. C'est vraiment ce que traditionnellement, historiquement, dans les ventes aux enchères, on retrouve de façon la plus volumineuse. La vallée du Rhône reste une région relativement stable en termes de volume comme de valeur, autour de 10% pour ces deux indicateurs. Ça reste aussi une valeur sûre parce que la chalandise est mondiale pour ces grands vins qui sont de très grands vins de garde. Et vous avez des icônes absolues, que ce soit au nord de la région, en Côte-Rôtie ou en Hermitage, ou au sud avec Châteauneuf-du-Pape. Donc, ça assure des vins de renommée, encore une fois, planétaire, qui assurent à cette région, effectivement, une très belle notoriété, mais aussi une situation, une tendance relativement stable. Le prix moyen s'est très légèrement affaissé l'an dernier, mais de façon très limitée. Alors, ensuite, la Champagne, effectivement, c'est un petit segment très dynamique, petit segment, environ 5% des ventes de l'année dernière. Et c'est peut-être un segment... parce que ça se garde moins Alors, de toute façon, les flacons qui sont adjugés dans les ventes aux enchères sont pratiquement tous, enfin en tout cas dans une écrasante majorité, les cuvées millésimées. Ouais, pas ce qu'on appelle les bruts sans année, qui sont les champagnes destinés à être bu relativement rapidement. Ce qui se valorise dans les ventes aux enchères, ce sont donc ces grandes cuvées qui sont issues d'un même millésime. Et alors, ce qui est intéressant avec la Champagne, c'est que vous avez à la fois les très belles productions très renommées des grandes maisons, des grands noms. Le groupe LVMH aligne 5 grandes maisons qui sont dans le top 20 des maisons les plus présentes dans les ventes aux enchères. Et puis, vous avez à côté de ça des vignerons qui ont des parcelles qui sont beaucoup plus petites, qui sont exploitées, entre guillemets, à la bourguignonne, c'est-à-dire que on va vinifier une cuvée à partir d'un terroir très spécifique pour en exprimer toute la quintessence. Et alors, en plus, avec des vignerons qui peuvent travailler en bio, en biodynamie, voire de façon assez naturelle. Et là, effectivement, c'est très recherché par une cible d'amateurs vraiment pointue, à des niveaux de prix assez élevés. Et cette conjonction de deux typologies de cuvées rend la région passionnante et très recherchée. Et là, effectivement, on a des vins qui peuvent se conserver beaucoup plus longtemps, voire des cibles de clients qui recherchent des vins très anciens. Parce que le champagne, qui après un certain nombre de décennies, en fait, vous avez moins d'effervescence, mais vous avez le grand vin blanc qui transparaît derrière et qui passionne aussi les amateurs. Un petit mot des prix, et puis peut-être, parce qu'on a parlé de région, etc., mais il y a parfois aussi tel ou tel nom qui brille un peu comme une icône, etc. Est-ce que ça pousse aussi
à certaines, je vais peut-être pas dire excès, mais voilà, à certaines flambées, à certaines spéculations. Enfin voilà, comment ça se comporte ? Oui, disons que c'est particulièrement flagrant dans des régions qui sont moins volumineuses aux enchères. Vous avez généralement une tête de pont, enfin une figure de proue qui a tiré vers le haut l'ensemble de la région d'ailleurs, et dont les vins se valorisent, voire se survalorisent. Si je prends par exemple un exemple qui est le Languedoc-Roussillon, et la région même du Languedoc plus particulièrement, vous avez eu une figure assez exceptionnelle, Laurent Vaillé, qui a développé un domaine de la Grange des Pères à partir du millésime 1992, et donc c'est dans la zone des terrasses du Larzac. Et ces vins sont devenus iconiques. Vraiment iconiques et de plus en plus recherchés. Alors malheureusement, ce vigneron est brutalement décédé en 2021. Et à partir de ce moment-là, ça a été l'envolée, parce que les gens ont voulu, les amateurs ont voulu retrouver des millésimes produits de la main de ce vigneron, et ça a suscité une très forte envolée pendant quelques temps. Bon, les choses se sont un petit peu stabilisées, mais si vous prenez le Languedoc-Roussillon dans son ensemble, le prix moyen est entre 70 et 80 euros, mais si vous enlevez les vins de la Grange des Pères, vous tombez à 43,50 euros la bouteille. Et dans le même temps, vous avez des vignerons qui ont été formés éventuellement chez Laurent Vaillé ou qui sont passés à un moment par la Grange des Pères ou qui s'en sont inspirés et qui sont dans la même région, qui, eux, voient le cours de leur vin s'envoler, parce que les amateurs se disent, bon, je ne peux plus boire de la Grange des Pères, en tout cas des tout derniers millésimes produits par ce vigneron malheureusement disparu, mais je vais quand même aller voir ce que ses disciples ont pu produire. Donc un domaine comme la bergerie de l'Arcade, par exemple, a connu beaucoup de succès l'an dernier dans les ventes aux enchères pour cette même raison, alors même que les vins sont finalement produits dans un style assez différent. Angélique de Lanxin, on a parlé de ces grandes régions que le monde entier connaît et j'ai envie de presque dire nous envie, mais c'est sympa aussi quand on a envie de faire un placement, etc., d'être un peu un défricheur, un aventurier, de se dire tiens, je vais, moi, découvrir la Grange des Pères de dans 20 ans ou dans 30 ans. Est-ce qu'il y a, en dehors de ces grands noms qu'on a cités, est-ce qu'il y a, selon vous, des régions qui sont plus particulièrement à suivre aujourd'hui pour se dire, tiens, je vais faire la cave de demain ? Oui, bien sûr. Alors, ça fait déjà quelques années, la région du Jura, par exemple, dont on ne parlait quasiment pas il y a une dizaine d'années dans les ventes aux enchères. Aujourd'hui, elle dépasse, en 2024, elle a dépassé les 7000 bouteilles adjugées sur les 260 000 au total d'Ideal Wine. Mais ça correspond à tout ce qui a été adjugé pour l'Italie, par exemple. C'est le même, c'est les mêmes quantités. Et ça démontre le succès de cette région. Alors, avec ses spécificités très fortes, vous avez bien sûr les vins jaunes qui ont un succès. Je pense que Ideal Wine est un des plus gros vendeurs. Il y a eu plus de 1100 bouteilles, 1100 clavelins de vins jaunes qui ont été adjugés l'an dernier aux enchères sur Ideal Wine. Mais vous avez aussi dans cette région et dans d'autres régions, effectivement, une quête. J'ai parlé du succès de la Bourgogne et notamment de la quête de Pinot Noir que les amateurs recherchent partout. Et quand en Bourgogne, ils deviennent trop chers, en tout cas en Côte de Nuit, ils vont le chercher en Côte de Beaune, en Bourgogne. Ils vont le chercher dans le sud de la Bourgogne, en Côte chalonnaise. Et quand tout ça reste trop cher, ils vont dans le Jura. Ils viennent voir dans le Jura. Ou ils peuvent aller également en Alsace. Vous avez de très, très belles productions de Pinot Noir en Alsace. Et puis après, il y a des zones qui sont encore plus exotiques, entre guillemets. Mais je pense par exemple au Roussillon, où notamment au Clos des Fées, Hervé Bizel s'est associé à Jean-Yves Bizot pour produire une cuvée qui s'appelle Sans phrase pour éventail, qui est un très très beau pinot noir qui aujourd'hui est valorisé près de 600 € la bouteille sur Ideal Wine. Et puis vous avez une zone comme le Muscadet avec un vigneron exceptionnel qui s'appelle Jérôme Bretaudeau, qui a découvert un terroir propice à la culture du pinot noir et qui produit une cuvée extrêmement recherchée aussi là. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que au travers dans ce que nous analysons dans le baromètre, nous analysons
analysons les comportements des amateurs et les plus pointus d'entre eux, qui lorsqu'ils tout à coup, ils commencent à se battre sur des bouteilles assez inédites, inconnues du plus grand nombre, ce comportement-là est intéressant à suivre parce qu'en fait, il commence à montrer la voie de ce qui sera sans doute demain une étoile de la côte. Bon, on a été très chauvin, on a beaucoup parlé de nos vins français, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder les vins étrangers, ou est-ce qu'ils ont aussi leur place dans une cave d'amateurs ? Absolument. Ils ont d'autant plus leur place que le monde des amateurs s'élargit mondialement. Et dans le monde entier, bien sûr, la France garde une place très très à part dans le cœur des amateurs, mais à l'étranger, les amateurs aiment aussi, sont peut-être plus ouverts d'ailleurs que les acheteurs français à avoir dans leur cave des vins étrangers. Alors, ceux-ci ont beaucoup progressé l'an dernier sur Ideal Wine. Ça reste un petit segment, c'est environ 15 000 flacons qui ont été adjugés, dont une grosse moitié, 51%, qui sont des vins italiens. Mais vous avez donc l'Italie qui est très... qui dispose, elle aussi, d'une aura mondiale. L'an dernier, on a eu aussi beaucoup de vins espagnols, absolument passionnants, qui ont été adjugés sur la plateforme et qui ont beaucoup progressé. Des vins américains également. Alors, c'est petit, c'est seulement 400 flacons, mais des flacons qui ont été valorisés assez haut, à 200 € la bouteille en moyenne. Et puis, ensuite, dans le reste du monde, vous avez des productions absolument passionnantes, que ce soit en Europe, dans les vignobles allemands, autrichiens, au Portugal, bien sûr, avec notamment les grands Portos, mais pas seulement. Et puis, si on va un petit peu plus loin, en Océanie, avec les vins australiens, quelques grands vins australiens ou néo-zélandais. Et on a même eu, en allant chercher toujours le pinot noir, un pinot noir produit au Japon qui a été adjugé sur Ideal Wine. Donc, en fait, tout ça est le reflet de caves très éclectiques qui peuvent être vendues au travers des ventes aux enchères, mais surtout... L'analyse des comportements des amateurs, elle, permet région par région d'aller déceler les pépites de demain. Et c'est ça aussi qui est passionnant. Et vous en avez en France, mais vous en avez aussi beaucoup à l'étranger, bien sûr. Merci beaucoup, Angélique. Angélique de Lanxin, donc, pour Ideal Wine. Voilà, une grande maison française qui fait briller cette culture du vin et qui nous accompagne donc sur cette découverte de ce monde viticole, vinicole en termes de patrimoine. Merci, Angélique, d'être passée. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Et nous, on poursuit notre vie au cœur de votre patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on termine donc Cœur de patrimoine pour cette semaine avec cette saison, l'IR, impôt sur le revenu. Vous êtes en pleine campagne de déclaration, en train de rassembler tous vos papiers, etc. pour tout bien faire. Et on va vous aider avec Yann de Florenne. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Modo Patrimoine et ensemble on va essayer de se poser comme ça une douzaine de questions pour donner les petits conseils, les petits tips, les bonnes idées, les bonnes affaires, entre guillemets, de cette déclaration d'impôt. Déjà, comment ça se calcule, entre guillemets, un impôt ? Parce que c'est vrai qu'on remplit des dizaines de cases et à la fin, on a un joli résumé qui nous donne un chiffre. Mais voilà, on a impôt, on a du revenu brut, du revenu net, des parts, comment ça se calcule ? Alors, en France, déjà, l'impôt sur le revenu se calcule en plusieurs étapes. Il y en a même plein, je vais essayer de simplifier le plus possible. C'est un sujet qui peut parfois paraître barbare, mais qui est très utile à comprendre. D'abord, on va essayer de déterminer ce qu'on appelle le revenu brut global du foyer fiscal. De ce revenu brut, on va déduire certaines charges, comme les frais professionnels, des pensions alimentaires. Ça va nous donner le revenu net imposable. Ce revenu net imposable, on va le diviser par le nombre de parts fiscales. Les parts fiscales, c'est ce qu'on appelle le quotient familial. Et chaque parent représente une part fiscale chacun. Les 2 premiers enfants, c'est 0,5 part fiscale chacun. Et ensuite, à partir du 3e enfant, c'est 1 part fiscale. Ensuite, par enfant, c'est ça. Une fois qu'on a déterminé le nombre de parts fiscales, on divise le revenu net
par part fiscale, et ce revenu net, on va le soumettre à un barème par tranche. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que chaque partie de son revenu est imposée de manière différente. En France, c'est ce qu'on appelle le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Par exemple, la première partie de son revenu, de 0 jusqu'à 11 500, on paye 0%. De 11 500 jusqu'à 29 000, on est à 11%. De 29 jusqu'à 83, on est à 30%. Et la dernière tranche, la plus importante, c'est celle qui dépasse 180 000. Là, on paye 45% d'impôt sur cette partie. Donc, on l'aura compris, en France, plus on gagne d'argent, plus le taux est élevé, donc plus on paye d'impôt. C'est l'impôt progressif. Un exemple pour essayer d'illustrer tout ça, on va prendre un couple de mariés sans enfants. Donc, le foyer fiscal représente 2 parts fiscales et admettons qu'ils ont un revenu net imposable de 100 000 euros. On le divise par 2 parts fiscales, ça donne 50 000 euros qu'on va rentrer dans notre barème par tranche. De 0 à 11 500, un taux de 0%, donc 0 euros d'impôt. De 11 500 jusqu'à 29 000, on paye 11%, ce qui représente à peu près 1 950 euros. Et de 29 000 jusqu'à les 50 000, on paye 30% sur cette partie, ça fait à peu près 6 200 euros. Donc si on additionne tout ça, ça nous donne à peu près 8 150 euros qu'on remultiplie par le nombre de parts fiscales par 2 et donc ça donne 16 300 euros d'impôt pour un couple qui gagne 100 000 euros avec 2 parts fiscales. On a vu aussi, où on voit sur toutes ces données fiscales, des taux moyens et des taux marginaux d'imposition. Comment ça influe justement sur la façon dont on perçoit un peu la façon dont on est imposé ? Alors, on a d'un côté le taux moyen d'imposition. C'est ce que représente le montant d'impôt qu'on paye en moyenne par rapport à son revenu net imposable. Je reprends notre couple qui gagne 100 000 euros. Il paye 16 300 euros d'impôt. Ça représente 16,3%. C'est ça le taux moyen. D'accord. De l'autre côté, on a le taux marginal d'imposition. Le taux marginal d'imposition, comme on l'a vu, toutes les parties du revenu ne sont pas imposées de manière différente. Là, le taux marginal d'imposition, c'est le taux qui va être appliqué à la partie de son revenu qui est la plus fortement imposée, celle qui est dans la tranche la plus élevée. On l'a vu, notre couple, avec 100 000 euros, ils sont dans la tranche à 30%. Donc, eux, ils ont ce qu'on appelle une TMI, une tranche marginale d'imposition, à 30%. Et c'est super important de déterminer cette TMI parce que dès qu'on va avoir des revenus supplémentaires qui vont venir s'ajouter, comme des loyers immobiliers... Eux, ils vont être taxés à 30%. Exactement, ils vont être taxés à ce qu'on appelle notre TMI. Alors, ensuite, on sait combien on va payer d'impôts. Mais vous ne nous avez pas parlé de réduction d'impôts, vous ne nous avez pas parlé de déduction, vous n'avez pas parlé de crédit d'impôt. Et pourtant, tous ces mots, on les retrouve dans notre lexique fiscal. Et exactement, la sémantique a son importance encore plus dans le domaine fiscal et très souvent on voit sur sa déclaration d'impôt, déduction, réduction, crédit d'impôt. C'est 3 termes qui ont un mécanisme différent. La déduction fiscale, elle intervient avant le calcul de l'impôt sur le revenu. C'est une somme qu'on va déduire de son revenu imposable. Le but, c'est de faire baisser sa base imposable parce que mécaniquement, plus sa base imposable est faible, plus l'impôt qu'on va payer dessus va être faible. Ensuite, on a la réduction d'impôt, elle qui intervient après le calcul de l'impôt. C'est une somme qui va venir se déduire du montant d'impôt qu'on doit payer. Et enfin, on a le crédit d'impôt qui, à l'instar de la réduction d'impôt, intervient après le calcul de l'impôt. Mais là, c'est encore plus avantageux parce que si on a un crédit d'impôt qui est supérieur à l'impôt qu'on doit payer, on a un remboursement. Par exemple, quelqu'un qui doit payer 5 000 euros d'impôt, qui a un crédit d'impôt à 6 000, il a un remboursement de 1 000 euros. D'accord. Mais avec une réduction d'impôt, si on a un impôt à 5 000, une réduction d'impôt à 6 000, ça fait 1 000 euros de perdu. Ah oui, eh ben oui. C'est Parce ça. que ça tombe pas au même endroit. C'est ça. Bon, donc voilà. Quelles sont les principales dépenses qui permettent d'optimiser ces impôts ? Parce que, voilà, on n'est pas là pour parler fraude, hein. C'est juste tout dans la légalité. Non, mais c'est important. Oui, c'est clair. Qu'il y a des façons légales de diminuer, entre guillemets, son impôt. Cette petite parenthèse était très importante parce que c'est vrai que dans l'esprit des néophytes de l'impôt, dès qu'ils entendent optimisation fiscale... Ils pensent qu'on triche, qu'on est de la lutte. fraude, oui, c'est ça, on a un compte au Caïman. Non, alors, ce qu'il faut bien distinguer tout ce qui est dépenses des investissements. Une dépense, c'est lorsqu'on va avoir une charge qu'on va pouvoir déduire de son impôt. On a par exemple, dans les plus connus, on a la pension alimentaire, on verse une pension à un ascendant, un descendant. Ça, on va le déduire de son revenu, c'est une déduction fiscale. Dans les réductions d'impôts les plus connues, on a par exemple les dons à des syndicats, à des associations qui vont faire l'objet d'une réduction d'impôt à hauteur de 66
voire 75% du montant de la dépense. Et enfin, les crédits d'impôt les plus connus, c'est l'emploi à domicile. Si on a une personne qui vient faire le ménage ou garder ses enfants, là, on bénéficie d'un crédit d'impôt de 50% du montant de la dépense. Et sachant que tout ça, c'est aussi ce qu'on appelle un peu parfois les niches fiscales. C'est ça. Elles sont parfois plafonnées. Plafonnées, oui, à 10 000 €. Pas sur tous les... Pas sur... Et alors après, il y a aussi des investissements, des placements finalement, qui permettent... Alors il y a différents noms. Il y a le Girardin, le de Normandie, il y a le plan d'épargne retraite. En fait, tout ça... À chaque fois, il y a une petite clochette fiscale qui vient... Et ça permet aussi de réduire son impôt ? Exactement. Donc là, on rentre dans la catégorie des investissements, des placements, où le but, justement, c'est de gagner plus que ce qu'on a dépensé. Vous en avez cité. On a, par exemple, le PER, plan épargne retraite. Là, on est dans la catégorie des investissements financiers, où un plan épargne retraite, c'est un compte d'épargne, et la somme qu'on va verser sur ce compte d'épargne, on va venir le déduire de son revenu imposable, à l'image un petit peu dans le mécanisme de la pension alimentaire. Et la rentabilité fiscale de ce placement dépend de sa TMI. On disait l'importance de la TMI. Pourquoi ? Parce que, par exemple, un contribuable qui a une tranche marginale d'imposition à 41%, s'il verse 10 000 € sur un PER, il a une économie d'impôt immédiate de 4 100 €. C'est 10 000 € en moins qui sont imposés à 41%. Un autre contribuable qui a une TMI à 30%, qui fait ce même versement de 10 000, lui n'a un gain que, entre guillemets, de 3 000 €. Ouais. Donc ça, c'est pour... On a le PER, on a le Girardin, par exemple, vous en avez parlé, qui est une loi de défiscalisation qui a été mise en place par l'État français pour redynamiser les territoires des dom-toms. C'est de l'investissement dans les dom-toms. Ce qui est intéressant avec ce placement, cette réduction d'impôt, c'est que on sait en avance ce qu'on va récupérer au niveau des impôts. Pourquoi ? Parce que chaque société, il y en a des dizaines en France qui proposent des investissements Girardin, fixe le taux de rentabilité avant d'investir. Donc, je prends par exemple une société de Girardin qui fixe un taux à 20%. Si on met 10 000 € sur un Girardin 20% en année N, l'année N plus 1, on reçoit une réduction d'impôt de 10 000 plus 1%, donc on reçoit 12 000 € de réduction d'impôt. Ça, c'était des placements financiers. Niveau immobilier, il y en a plusieurs, vous en avez cité. On a par exemple le de Normandie, la loi Malraux, qui font l'objet d'une réduction d'impôt, qui sont en général un pourcentage du prix du bien. Le de Normandie, c'est par exemple c'est 2% pendant 9 ans du prix d'acquisition. Vous achetez un bien à 200 000 €, pendant 9 ans, vous avez 4 000 € de réduction d'impôt grâce à la loi de Normandie. Et enfin, une des plus connues et des plus puissantes aussi, c'est ce qu'on appelle la loi monument historique, où c'est une loi qui fait l'objet d'un investissement immobilier locatif qui fait l'objet de travaux très importants. Et là, on va pouvoir déduire les travaux de son revenu imposable. Voilà donc quelques idées à avoir en tête. On a dit un mot tout à l'heure des enfants, Yann, en rappelant les histoires de parts, les 0,5 pour les 2 premiers, et puis une part entière par enfant supplémentaire. Mais il y a un moment où l'enfant, quand il devient majeur, c'est plus vraiment un enfant. Et donc, il peut quitter le nid familial et le nid fiscal aussi. Et se pose pendant quelques années la question de rattacher son enfant majeur. Est-ce qu'on y a intérêt ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Comment on tranche cette question-là ? Alors, tout dépend de la situation personnelle des contribuables et de leur foyer fiscal. C'est vrai qu'en théorie, un enfant majeur représente son propre foyer fiscal et donc une obligation déclarative. Pour autant, la famille, les parents ont la possibilité de conserver l'enfant rattaché à leur foyer fiscal et donc de conserver une demi-part, voire une part fiscale supplémentaire. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils vont pas pouvoir déduire une éventuelle pension alimentaire ou des frais d'entretien qu'ils lui versent. Donc, justement, là, c'est un calcul à faire. Tout dépend de la situation. Il faut voir ce qui est le plus intéressant entre rattaché ou détaché. Et ça, ça va dépendre déjà de la TMI, de la tranche marginale d'imposition du foyer. Ça va dépendre, est-ce que l'enfant représente 0,5 ou une part fiscale ? Est-ce qu'il a des revenus ? Quel est le montant des frais qu'on dépense pour son entretien ou pour sa pension alimentaire ? Donc voilà, c'est un jeu de calcul à faire pour déterminer si c'est plus intéressant ou pas de rattacher l'enfant. Et entre guillemets, ces calculs, on les fait sur un coin de feuille ou là encore, on a sur le site des impôts un outil bien fait pour nous aider ? Justement, il progresse et sur les impôts, comme pour déterminer sa tranche marginale d'imposition, il y a des simulateurs qui permettent de savoir s'il est plus intéressant ou pas de rattacher un enfant en fonction de sa situation, des dépenses et de sa TMI.
On parlait en début d'émission avec Amélie Branchu de régimes matrimoniaux. Alors on va aussi rentrer cette donnée-là dans notre petit logiciel fiscal, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui se passe fiscalement si on a eu un changement familial en 2024 ? Alors Pacs, mariage, divorce, naissance d'enfants, enfin... Alors d'un point de vue obligation déclarative, on a un mariage, on a un Pacs. Le principe, c'est l'imposition commune pour l'ensemble de l'année. On a la possibilité d'opter pour une déclaration séparée. Encore une fois, c'est un calcul à faire, voir fiscalement ce qui est le plus intéressant. En cas de divorce ou de rupture de Pacs, là, c'est imposition séparée pour toute l'année. Si on a des enfants en commun, les enfants vont être rattachés, soit ils peuvent être rattachés à un seul foyer fiscal, et donc c'est un seul des deux parents qui va bénéficier de leur part fiscale. L'autre parent va éventuellement pouvoir déduire une pension alimentaire de son revenu. Soit on est en garde alternée, et dans ce cas-là, on fait moitié-moitié au niveau des parts fiscales. S'il y a une naissance, par exemple, pendant l'année, on bénéficie d'une demi-part, voire une part supplémentaire pour l'ensemble de l'année. Et de l'autre côté, même s'il est né le 26 décembre, qu'il soit né le 1er janvier ou 31 décembre, c'est le même effet d'un point de vue fiscal. Et de l'autre côté, à l'autre extrémité, s'il y a un décès pendant l'année, là, il y a une double déclaration pour le conjoint survivant. Une qui va du 1er janvier jusqu'à la date du décès, il va y avoir une déclaration commune, et une déclaration individuelle de la date du décès jusqu'au 31/12. Un petit mot sur tout ce qui est revenus fonciers. Comment est-ce que ça rentre dans le calcul de nos impôts que vous avez initiés au départ ? Alors, les revenus fonciers, à ne pas confondre avec ça, ce sont les loyers issus de la location nue, juste à pas confondre avec les loyers tirés de la location meublée, qui eux rentrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Alors comme un peu ce qu'on disait au début, la première chose à faire, c'est de déterminer le montant brut, les loyers bruts qu'on a perçus. Et une fois qu'on a ces loyers bruts, on a deux choix, soit le régime du microfoncier ou du foncier réel. Microfoncier, tout simplement, on déclare ses loyers bruts et on a un abattement de 30% qui s'applique sur ce montant de loyer, à condition que les loyers encaissés ne dépassent pas la somme de 15 000 euros. Exemple très simple, on perçoit 10 000 euros de loyer, on a 30% d'abattement, donc on a des loyers nets imposables de 7 000 euros. Soit on a le régime du réel, où là on va avoir d'un côté les loyers bruts encaissés et de l'autre côté les charges réellement dépensées. Ça va être la taxe foncière, des éventuels travaux, la charge de copro, les assurances, les intérêts d'emprunt pour le crédit. Comment choisir entre les deux ? Encore une fois, un calcul. Si l'ensemble des frais est supérieur à 30%... Il faut faire tourner son tableau Excel. Exactement, on a tous intérêt d'opter pour le réel. Et une fois qu'on a déterminé les loyers nets imposables, ces loyers nets, on va venir les rajouter à notre TMI, 30, 41, 45%, et ils vont être imposés à notre TMI. Et il ne faut pas oublier aussi les 17,2 de prélèvements sociaux. Alors là, j'ai envie de dire, on a parlé un peu du droit commun. Oui. Je suis salarié, je gagne de l'argent, j'ai des revenus, ou je suis retraité, enfin bon, bref. Mais il y a quand même certains contribuables qui sont particuliers. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants ou alors ils sont auto-entrepreneurs. Ça a un impact fiscal, il y a des avantages, il y a des... Ouais, bien sûr. Alors en auto-entrepreneur, on va avoir des abattements en fonction déjà de sa catégorie de services, soit ça peut être de la vente de produits, soit des prestations de services. Donc là aussi, il y a différents abattements qui vont s'appliquer et en fonction de certains seuils à ne pas dépasser. Sinon, on va devoir faire des déclarations réelles. C'est un peu comme le principe du micro-foncier, foncier réel. D'accord. Il y a soit le régime micro pour l'auto-entrepreneur, soit le régime réel si on dépasse un certain montant de revenus. Allez, on termine juste par une petite question pratico-pratique parce que ça n'aura échappé à personne, mais depuis quelques années, on a le prélèvement à la source. Est-ce que du coup, ça a changé quelque chose en termes de gestion de l'impôt Parce que maintenant, c'est vrai que tout est un peu automatique. Enfin, on remplit encore une déclaration, mais sinon, on sait qu'on est prélevé presque chaque mois. Ça a changé quelque chose fondamentalement ? Alors, ça a absolument rien changé sur le montant d'impôt final qu'on va payer, mais c'est peut-être un peu plus en termes de logistique, de trésorerie, parce que là, depuis le prélèvement à la source, au lieu de payer son impôt en une seule fois au moment de la déclaration, là, il est lissé sur l'année. On a un taux individualisé. D'ailleurs, taux qu'on peut modifier à sa guise sur le site impôt.gouv, sur son espace perso, et l'adapter en fonction de notre revenu, des changements qu'on a eu pendant l'année. Mais il est calculé qu'une fois par an, en l'occurrence au moment de notre déclaration d'impôt. Et le but de la déclaration d'impôt, c'est de préciser et de renseigner certains revenus qui ne font pas l'objet d'une retenue à la source, comme par exemple les revenus fonciers ne font pas forcément l'objet d'une retenue à la source. Et
à la fin, on a 2 résultats possibles lorsqu'on a fini notre déclaration d'impôt. Soit on a droit à un remboursement, parce qu'on a peut-être payé... Soit on a trop payé. Soit on a trop payé parce que le taux de revenu à la source était trop élevé, on a trop payé. Soit de l'autre côté, on doit en faire un Donc paiement supplémentaire. Donc il y a une régularisation qui se fait. Exactement, c'est une régularisation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe le taux qu'on a eu d'appliquer le taux de revenu à la source pendant l'année, à la fin, avec la déclaration d'impôt, on doit payer ce qu'on a réellement à payer. Merci beaucoup, Yann. Merci, Yann de Cédric. Florène, donc, Modo Patrimoine sur Radio Patrimoine. Voilà, c'est la fin de notre rendez-vous hebdomadaire. Merci beaucoup de la confiance que vous nous accordez semaine après semaine. On se retrouve bien évidemment mercredi prochain pour une nouvelle plongée au cœur de votre patrimoine. Et puis n'oubliez pas également l'autre grand rendez-vous de Radio Patrimoine, le grand rendez-vous de l'épargne avec Capital. On vous invite le vendredi 30 mai, ce sera à la fin du mois à 18h, notamment pour répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à nous écrire une adresse mail pour ce faire, questions au pluriel @capital.fr. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.